Il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter et c'est aux gens de reprendre leur citoyenneté en main. Et j'ai pas l'intention non plus de devenir le guide du routard des élus corrompus, où vous sortez chacun tous les ans votre petit livre. Ça serait bien pour mon porte-monnaie, mais très honnêtement, ça devient très fatigant. Et puis c'est fatigant. En tout cas, c'est des jolis coups de librairie, en particulier en ce moment où la période est particulièrement sensible en pleine campagne électorale. Ouais, c'est ce que j'ai commencé il y a 3 ans quand même, hein, donc je n'ai pas fait ça parce que c'est la période. Non. Je ne fais pas partie des auteurs qui écrivent des livres parce que c'est l'actualité. Ouais. Moi j'ai précédé l'actualité. Est-ce que vous n'avez pas peur un petit peu quand même Si, que je ce roule soit... plus en scooter. Ah oui, non, je ne dis pas pour vous. Ah bon, je pensais qu'il pensait à moi. Mais pour la République, cher monsieur. Alors, la République, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on est en République. Vraiment? Aujourd'hui, j'ai plus. Non, je le prouve. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on est en démocratie. Vous n'avez pas voté au présidentiel? Ah, j'ai pas dit ça. Non. Moi, je sais ce que je vais faire. Vous allez voter pour quelqu'un? Il y en a quand même un qui peut s'attirer l'amitié de Philippe Pasco. Je dis toujours parmi les que 11. je suis ni un gourou, ni une assistante sociale, ni Dieu. Donc, j'ai pas la prétention de donner des consignes de vote, sinon je vais faire comme les autres. Moi, je sais ce que moi je vais faire. Ce que je vais faire, c'est clair qu'au premier tour, je ne vais pas voter ni pour un candidat périmé, ni pour un candidat frelaté. D'accord. Donc un nouveau. Voilà. Un Mélenchon. Bah, quelque chose d'un peu plus frais. Je plaisante. Non, j'ai dit périmé. D'accord. Alors, Tous ces gens-là ont quand même 40 ans en moyenne de politique derrière eux. Avant de laisser les jeunes citoyens qui sont en face de vous poser des questions, j'aimerais juste lancer notre deuxième partenaire important cette année, c'est Gov. Gov, vous connaissez Gov? Oui, très bien. C'est un humoriste assez génial. Non, c'est pas du tout lui. Ah bon. C'est pas du tout ça. Quoi, Ça quand c'est on la rappelle séquence pas, on se d'après. lance. C'est la séquence d'après. Gov, c'est une application qui est extraordinaire. C'est la météo en temps réel de l'opinion. Ah oui, mais c'est un humoriste. C'est une nouvelle appli que vous pouvez télécharger d'ailleurs si vous voulez faire partie du panel des 120 000 utilisateurs pour poser des questions et surtout y répondre quotidiennement, en particulier sur le monde politique. Alors on a 3 questions chaque semaine qui nous sont proposées par Gov. La première, c'est la suivante. Accordez-vous encore votre confiance aux hommes et aux femmes politiques? Alors regardez ce que les gens répondent. 120 000 personnes qui ont répondu à 25% non. Donc les 3/4, évidemment, 25%, oui, je dirais. Ouais, Donc là, les 3/4 n'ont plus confiance dans les hommes et les femmes politiques. On s'y attendait un petit peu avec la succession des affaires que l'on connaît en ce moment. La deuxième question, avoir un casier judiciaire, ça va vous intéresser. Vierge doit être une condition pour se présenter à une élection. 98% de personnes disent oui, donc 98% des gens ont lu vos bouquins, Philippe Pasco. J'aimerais bien. Sur le nombre de votants, là, j'aimerais bien. Vous êtes l'auteur, il faut le dire, d'une pétition qui a réussi à se transformer en loi, en projet de loi qui a été voté, adopté. À l'unanimité. À l'unanimité. Aujourd'hui, on ne peut plus se présenter. Alors aujourd'hui, on peut encore. On peut encore. C'est demain qu'on ne pourra pas. Quand? Pas aux élections qui viennent, aux élections d'après. On ne pourra plus se présenter à quelque mandat que ce soit si on n'a pas un casier judiciaire vierge. B2 ou B3. Très bien. Troisième question, faut-il accorder une seconde chance aux politiques condamnés? Il y en a eu par la justice. Oui, 15% seulement. Ouais, Voilà. c'est normal, c'est les élus. Voilà. Donc, www.gov-app.net à télécharger absolument si vous voulez participer à notre prochain sondage. Il y en a tous les jours. C'est bien ce que je disais, c'est humoristique hein, quand même. Ouais. Enfin, vous voyez que les gens sont quand même relativement lucides et surtout très désespérés par la politique, ce qui n'est pas forcément le cas des 3 jeunes qui sont en face de vous. Mais c'est normal hein, qu'ils soient désespérés. Ah oui? Aujourd'hui, personne ne l'a remarqué, mais il y a quand même une primaire qui s'est faite à droite, où les mecs de la primaire de droite appelaient les mecs de gauche à voter pour eux. Et il y a les primaires de droite qui arrivaient, les mecs de droite appelaient les mecs de gauche à voter pour eux. C'est quoi? Maintenant, on ne sait plus. Vous avez un mec de droite qui dit quelque chose, il fait le contraire, et vous avez un mec de gauche qui écrit quelque chose et il fait le contraire. Comment vous voulez que les gens ne soient pas désespérés? Ça sert encore à quelque chose de voter? Parce que ça quand sert on vous lit, encore parce on est que désespéré. ça sert encore parce que c'est le seul moyen aujourd'hui qu'on aura de rétablir les choses. Par contre, voter pour des produits, encore une fois, je redis, périmés ou frelatés, ça sert à rien. D'accord. Première question avec... J'ai toujours pas dit qui était frelaté. Hein. non, mais on va finir par le savoir. C'est le grand suspense de cette émission. Première question, Foucault. Bonjour Monsieur Pasco. Vous défendez la transparence à tout prix. Oui. Mais n'avez-vous pas peur, si nous allons dans votre sens, qu'à l'avenir, nous soyons dirigés par des hommes politiques, alors blancs comme neige, à défaut d'être compétents? Très bonne question. Non, très mauvaise question. Et on peut être blanc comme neige et compétent en même temps. Quel est le problème? On peut être transparent et compétent en même temps. C'est en train de sous-entendre que pour être compétent, il faut être truand. Ah non, c'est pas ce que j'entends Non, moi. c'est pas Moi, ça. ce que j'entends, c'est qu'il y a pas beaucoup d'hommes d'État, Oui. qu'on n'élit pas forcément des anges, les hommes ne sont que des hommes, et qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État. Donc, est-ce que si on ne réduit le nombre de personnes que l'on peut, Ça veut dire peut voter, on préfère avoir des hommes d'État à condition qu'ils soient truands si on en a plus. Je ne comprends pas très bien la question. Moi, ça ne me gêne pas que les hommes d'État soient transparents. C'est juste bien un sûr. système à mettre en place. C'est juste un état d'esprit.
À partir du moment où tu mets cet état d'esprit, que tu mets des contrôles en place, il est évident que ça deviendra normal d'être transparent. Parce qu'aujourd'hui, c'est anormal d'être honnête. C'est pas grave, ils sont tous comme ça. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on entend. Moi, ça me fait vomir. Un homme d'État, un élu, doit être exemplaire. Parce que ces gens-là nous demandent à nous d'être exemplaires. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à se dire, oui, mais en fin de compte, il faut qu'en fin de compte, ils soient un petit peu truands pour arriver. Non, non. Non, mais ce ne sont pas des dieux non plus. Et mais quel est le problème? Est-ce que Dieu est transparent? Tu le connais, toi, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Ça, vous donnez par exemple l'exemple des pays scandinaves. Oui, oui, bah, c'est une autre mentalité, c'est une mentalité un peu plus protestante. Là, si on se fait offrir un café, on présente sa démission quasiment. Mais c'est pire que ça, c'est un pays, et là ils vont dans l'extrême, où si tu dînes avec une journaliste, tu peux être mis en examen. Mais moi je suis fier de ces pays où il y a une ministre qui un soir s'est trompée de carte de crédit et a payé des couches pour sa fille et une barre chocolatée avec la carte du ministère. Le lendemain, elle démissionnait. Mais là, c'est peut-être l'extrême. Mais nous, on est dans l'inverse. Ouais. Est-ce que tu connais beaucoup de pays, toi, où on donne à des hommes politiques 5 770 € d'argent de poche pour les députés, 6 200 € pour les sénateurs, et ils en font ce qu'ils veulent? Ouais, on l'a vu ces derniers temps. Est-ce que c'est normal? Je te pose la question. Non, je ne pense pas. La transparence, c'est qui justifie cet argent. Mais je veux dire, je vois pas où est le problème. Alors, maintenant, on va avancer un petit peu, je vous avais prévenu les enfants. On va avancer un petit peu dans cette émission. Vous savez, il y a plusieurs chroniques, plusieurs Du coup, séquences. il vous voit maintenant, il a pépette. Non, mais moi, je vous vois tous mes invités. Oh là là, distance respectueuse. Il s'appelle Jim, mesdames, messieurs. Applaudissements. Ah, c'est du Maurice. Voilà, lui, c'est du Maurice. Salut, Jim. Ça va. Alors, aujourd'hui, nous recevons Philippe Pasco, comme vous l'avez compris. Et j'aimerais commencer en m'adressant aux spectateurs, comme vous l'aurez compris, méfiez-vous de cet homme. Car sous ces airs de baron de la drogue colombien, se cache en réalité un des pires types d'hommes que nous pouvons recevoir sur ce plateau, un homme politique honnête. N'ayons pas peur des mots. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, Boris, dans le Becherel 2018, politique honnête sera considéré comme un oxymore. Donc on est déjà à la limite de la raisonnabilité. Alliance de contraires. Exactement. C'est bien ça. Pourtant, M. Pasco, ici présent, avait bien commencé sa carrière à partir sur de bonnes bases. Conseiller municipal de Bondoufle, conseiller régional d'Île-de-France, adjoint au maire d'Ivry, Manuel Valls à l'époque pendant presque 10 ans. On pouvait s'attendre logiquement en sortie de formation à une parfaite raclure en col blanc, comme son feu supérieur Manu, comme vous l'appelez, qui un matin défend l'antiracisme et puis le lendemain sous-entend qu'il y a trop de négros dans la ville où il est maire, qui d'un côté appelle à la solidarité des Français pour la jungle de Calais, puis de l'autre ordonne aux forces de police de virer tous les clochards de sa rue. Eh bien non, si l'on creuse un peu dans la carrière de M. Pasco, les prémices de l'innocence, dirais-je même plus, l'immonde exemplarité, étaient déjà présentes. En effet, M. Pasco, alors adjoint au maire, rappelons-le, préfère inviter le petit personnel à déjeuner plutôt que les grands patrons. M. Pasco s'amuse à refuser les pots de vin, les promotions et tout cela avec la pédanterie d'un Jacques Attali. Et l'outrage ne s'arrête pas là. En 2014, il décide d'écrire des livres, Délit d'élu, Pilleur d'État, du goudron des plumes, Pilleur de voix, et maintenant on est presque tous offerts 3 petits points. Avec toujours cette même obsession presque suspecte de dénoncer les privilèges et corruptions de notre belle monarchie. Alors je vais citer 2 exemples parce que vous aimez le factuel, trouvés dans ces pamphlets marxistes. Le premier, ça concerne la fraude fiscale et un amendement de la loi Sympa 2. Quand un fraudeur était piqué, il avait ce qu'on appelle une amende forfaitaire de 5% à payer. Ils viennent de changer la loi. Maintenant, c'est 750 €. Ouais. Exemple. Alors, j'aurais dû vous demander, M. Pasco, est-ce que vous savez ce que représente 750 € pour un homme politique? Oui, j'ai même conseillé aux gens qui avaient détourné 10 millions d'euros d'écrire pour payer en 2 fois. Voilà. Non, mais ce qui me dérange, c'est le 750 € seulement, parce que 750 €, c'est quand même un bouton de manchette pour François Fillon. 750 €, c'est 5000 pains au chocolat pour Jean-François Copé. Est-ce que vous oseriez priver Jean-François Copé de 5000 petits déjeuners? Qu'il me pardonne. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas la valeur de l'argent, M. Pasco. Alors, deuxième vidéo est une question que vous assénez sur les plateaux télé depuis plusieurs années. Et pourquoi, pour devenir pompier, pour rentrer dans la fonction publique, etc., il faut un casier judiciaire vierge, et pour devenir élu ou réélu, il ne le faut pas? Voilà, à cause de vous, comme on l'a dit, une loi a été votée à l'unanimité. Et moi, ça me dérange. Je vous le dis franchement, M. Pasco, je trouve ça dangereux pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Et je vais vous expliquer pourquoi, en citant Dupond-Moretti, un jeune acteur de vaudeville très talentueux en demeurant, qui dit en gros... Avocat à 16 heures, on peut le rappeler quand même. Je ne savais pas. Donc il dit en gros, voilà, le peuple, les votants, ce sont des fesses. Et le gouvernement, c'est une belle verge.
Dois-je vous expliquer la suite de l'histoire? Il faut que nature se fasse. Je vous dis, monsieur Pasco, moi, en tant que Français, je revendique mon droit tous les 5 ans à une petite sodomie. Je veux dire, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes homophobe, en fait? C'est la question que je voulais vous poser. Désolé. Non, mais plus sérieusement, vraiment, pour ceux qui nous regardent ce soir et qui veulent encore voter en 2017, s'il vous plaît, il en va de la dignité de la France. Ne lisez pas Délit d'élu, pilleurs d'État, du Gredon et des Plumes. Allez presque tous vous faire 3 petits points. 5. Restez dans le vague, car nous, le peuple, nous ne sommes pas assez, comment dire, subtils pour comprendre les rouages de la politique française. Vous voyez, restons dans le vague et puis faites comme moi, suivez la majorité. Votez au premier tour pour Marine Le Pen, hein, pour exprimer votre mécontentement, bien évidemment. Et au second tour, votez pour le vrai candidat anti-système, hein, qui n'a jamais fait l'ENA, jamais été banquier d'affaires ni ministre. Votez Emmanuel Macron. Voilà. Et si d'ici là, évidemment, M. Pasco ne l'a pas envoyé en prison. Merci. Salut Jim, merci beaucoup. Il envoie, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Deuxième question, Nadège. Oui, bonjour Monsieur Pasco. Bonjour Nadège. Alors moi j'ai une question concernant la corruption des hommes politiques en France. Vous dénoncez énormément d'hommes politiques dans vos femmes, mais très peu de femmes. Non. Très peu de femmes. Je dénonce autant de femmes. Alors est-ce que ma question est la suivante? Est-ce que vous considérez que les femmes sont moins corruptibles que les hommes? Non. Encore une fois, c'est pas une question de genre. Pourquoi je dénonce moins de femmes? Parce qu'il y a moins de femmes qui sont au pouvoir. Maintenant, si de façon proportionnelle, j'analyse le nombre de délits au niveau des femmes, au niveau de leur fonction, il y a autant de femmes truands que d'hommes truands. Il y a autant d'hommes qui embauchent des maîtresses comme assistantes que de femmes qui embauchent des amants comme assistants. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question de degré social et de fonction. Mais il y a autant de femmes. La question, c'est de savoir s'ils sont assistants avant d'être amants ou amants avant d'être assistants. Mais dans les deux cas, ça fonctionne. Je connais beaucoup d'assistants qui ont été amants et qui maintenant sont élus, et beaucoup d'assistantes qui maintenant sont élus. C'est une voie de parcours pour certains hommes politiques. Mais ne croyez pas que les femmes sont meilleures que les hommes. C'est pas vrai. Ou que les hommes sont meilleurs que les femmes. En tout cas, elles sont moins nombreuses en politique. Et donc ça explique qu'il y en ait moins qui soient corrompus. D'accord. Comme on me dit souvent, le Front National, lui, est vachement propre. Non, non. Le Front National, il a autant de corrompus si je ramène au nombre d'élus du Front National. Faut pas croire. C'est des grosses erreurs. Je vais te donner un exemple précis, je digresse. Avant, une femme, il y a quelques années, ne partait jamais quand elle divorçait sans ses enfants. Le ventre, mon ventre, la chair de ma chair. Aujourd'hui, 27,7% des femmes se barrent en laissant leurs enfants à la maison. Où il est le ventre de mon ventre? Moi, j'ai connu une femme ministre qui embauchait que des assistantes pour passer sous la table. C'est pas réservé qu'aux mecs. Donc tu vois, c'est vraiment une question, pas de genre, c'est une question d'évolution dans la société. Aujourd'hui, il y a plein de femmes qui meurent d'un cancer du poumon. Pourquoi? Parce que les femmes accèdent à la cigarette comme les mecs. Elles fument même plus que les hommes maintenant. Donc tu vois, et on disait qu'avant les femmes étaient protégées. Non? Nicolas. Tu réponds à ta question? La prochaine question. Alors, ma question, justement, vous avez contribué. Donc, Nicolas, dis-moi, t'as pas de la famille de pas du Sarko, tout. non? Ah non, pas du tout. C'est la cravate qui fait cet effet? Non, c'est ça. Parce qu'il a commencé comme toi. Ah non, bah, j'ai une question, donc c'est par rapport à la loi que vous avez contribué, justement, sur le fait qu'un candidat ne puisse pas se présenter s'il a été condamné. Oui. Est-ce qu'au final, si ce candidat il est soutenu par des électeurs, est-ce que s'il a un des soutiens forts des citoyens français, ce ne serait pas censurer la démocratie que de censurer ce candidat? C'est une grosse erreur, ça. Justement, je veux... C'est quoi censurer la démocratie à partir du moment où tu pars sur des mauvaises bases? Mais quelle mauvaise base? S'il est soutenu. Non, je vais te dire, alors je vais te prendre un exemple bien précis. Est-ce que tu es pour les mines antipersonnelles? Ah mais non, bien sûr que non. Qui attends, je suis désolé, ça fournit du travail. Bien sûr. Donc si c'est soutenu par l'économie. Oui, mais là, on parle quand même de la volonté générale. La base d'un vote, c'est quand même de... Mais non, c'est trop facile. D'abord, le vote, il faut que, à ce moment-là, dans ces cas-là, il faudrait pour moi que l'ensemble des personnes votent. Parce que souvent les gens qui sont... Je l'ai mis dans un article du Point en 2014. Aujourd'hui, plus tu es truand, plus c'est facile d'être élu. Plus tu es élu à vie, plus tu es truand. Enfin, plus tu es truand, plus tu es élu à vie. Donc il faudrait que tu ramènes ça à la façon dont les gens votent. Parce que quand on dit on est soutenu par quoi? Aujourd'hui, moi je prouve, et je le mets dans mes livres, qu'il y a des élections où il y a un électeur sur 10, un électeur sur 10 qui a voté pour le candidat. Il a été soutenu? Est-ce que ce type-là est représentatif? Non. Bah, démocratiquement, oui. Mais non. Selon les règles de la démocratie. Quelles règles de la démocratie quand au premier tour, tu ne peux voter que pour la peste ou pour le choléra? Ah oui. Alors là, c'est remettre en question tout le vote. Là, non, plus personne n'est crédible alors. Mais tout le monde est libre de se présenter, Philippe. Non, tout le monde n'est pas libre de se présenter parce qu'aujourd'hui, les élections, c'est basé sur l'argent. Je rappelle quand même qu'une élection présidentielle, ça coûte 50 millions d'euros.
50 millions Philippe d'euros. Poutou, il n'a pas 50 millions d'euros et il a ses 500 signatures. Mais Philippe Poutou, il ne va pas avoir accès à plein de choses, il va pas, etc. Et Philippe Poutou, il ne va pas faire un pourcentage parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les élections et la politique est basée sur le pognon. Mais il existe, il a accès au plateau de télévision. Pardon, j'ai vu dans un débat hier où il n'y était pas sur TF1. Non, mais enfin, il est sur un débat alternatif. Encore une fois, de quoi on parle? Je parle du débat où il y a 10 millions de spectateurs qui se sont précipités pour regarder. Il était dedans? Non. Alors, démocratiquement, on lui laisse l'accès à des petits médias. Démocratiquement, pour déculpabiliser l'ensemble de la population, on laisse un petit peu de démocratie à ces candidats-là. Et surtout, tout le monde, dans la dialectique, parle de petits candidats. On ne va pas appeler ces gens-là des grands candidats. J'aurais pu parler de Jean Lassalle aussi, qui a été un des co-signataires de votre pétition. Mais non, de Jean Lassalle, Dupont-Aignan. Et Dupont-Aignan, je tiens à le signaler, était dans l'Assemblée nationale le jour du vote. Donc il était là à 2h du matin pour voter. François Asselineau a signé ma pétition. C'est marrant, ceux qui l'ont pas signé, c'est François Fillon, Benoît Hamon, Mélenchon. C'est bizarre. Et Le Pen, bien sûr. Mais le travail Le Pen, on l'a envoyé, ils n'ont jamais répondu. Tout le travail est là, justement, sur l'accès, un accès plus facilité, justement, aux élections. Mais le seul truc que je pourrais te suivre, Nicolas, dans ton raisonnement, c'est si jamais il y avait un vote obligatoire. C'est-à-dire que si l'ensemble des individus pouvaient voter, dans ces cas-là, le mec qui soit condamné ou pas condamné, il correspondrait au soutien de l'ensemble des populations. Et pourquoi ça ne ferait pas l'objet d'une prochaine pétition, ça? Mais parce que c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non, mais le casier judiciaire non plus, c'était pas gagné. Non, c'est pas gagné. Puis moi, je peux pas être sur tous les fronts. Donc là, je vais déjà m'occuper de l'IRFM. J'ai quelques petits dossiers sous le coude. Indemnité représentative de frais de mandat, d'argent de poche qu'on donne tous les mois. C'est 5 000 à peu près, c'est ça? Non, c'est 5 770 € par député, 6 200 € par sénateur. 3 000 € environ pour les gens du CESS qu'on oublie souvent. Conseil économique et social. Ouais, démocratiquement, comment je pourrais t'expliquer ça? Quand tu vas faire du sport, on te demande un certificat médical. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est normal? Là, c'est pour la santé de la personne. Alors, pour la bonne santé de la démocratie, il vaut mieux que le mec ait un casier judiciaire vierge avant de se présenter. Donc, du coup, vous faites passer la bonne santé de la démocratie avant l'avis des citoyens. Toi, tu préfères faire passer l'avis des citoyens, même s'il est biaisé, avant la bonne santé de la démocratie? Non, pas s'il est biaisé. Le travail, il est là, justement. Je préfère vraiment faire passer. Mais pourquoi aller contre une évidence? Est-ce que c'est gênant qu'un élu qui se dit exemplaire ait un casier judiciaire vierge? C'est une chasse aux élus. Mais non. On chasse même pas leur action, on chasse la personne. Nicolas, excuse-moi. Si on institue cette loi, ne se présenteront plus que des gens qui seront clean. Pourquoi aller chercher des gens qui sont pourris? Excuse-moi, quand un comptable, en plus, écoute-moi, parce que en plus, moi, ce genre de choses, il faut l'appliquer à tout le monde. Donc, quand un comptable a détourné de l'argent 1 ou 2 fois, il est marqué qu'il n'a plus le droit de bosser dans une boîte de comptabilité. Quand tu violes un enfant, quand tu es animateur ou prêtre, pardon, voilà. Non, pas les prêtres, parce que je prends une maison, mais quand tu es animateur, quand tu es condamné, tu n'as plus le droit d'approcher les enfants. On est d'accord? Oui, bien sûr. Pourquoi pour les élus, quand il a détourné du pognon, on aurait encore le droit qu'il soit élu? Pourquoi un élu, quand il a violé, il aura encore le droit de se présenter? Non, il faut être logique. Si je vais dans ton sens... il y a le suffrage démocratique. Mais c'est pas un suffrage démocratique. Il se fait sanctionner si on vote plus pour lui. Ce n'est pas. Nous ne sommes pas dans un suffrage démocratique. Oui, mais là, justement, vous venez de confondre. Quand un élu a détourné des fonds publics, là, je vous l'accorde, c'est pas compatible avec son exercice. On est d'accord. En revanche, si jamais il a fait une erreur, il a tué quelqu'un par exemple, mais qu'il a le soutien du peuple, là, pourquoi ce serait incompatible? Mais là, je prends un exemple. Oui, vraiment, c'est couper les mouches en 17. Il y a un moment donné, il faut arrêter ces folies. Il faut arrêter. Je ne vois pas où c'est incompatible et pas normal qu'un élu puisse ne pas avoir de casier judiciaire pour se présenter. Il faut arrêter de faire de la branlette intellectuelle. Excuse-moi. La règle, elle doit être simple. C'est sympathique, ça fait plaisir 2 secondes, mais bon, le mieux, c'est de le partager en général, avec quelqu'un plutôt que tout seul. Mais pourquoi on va aller chercher la petite bête en disant mais c'est pas normal que ce mec-là, il n'ait pas le droit de se présenter avec un casier judiciaire? Les élections aujourd'hui sont pipées. Les électeurs souvent sont achetés. Donc à partir du moment où les électeurs sont achetés, il est où le soutien? À partir du moment où les électeurs, et moi j'en ai, les mecs sont redevables à l'élu parce qu'il a monté son clientélisme, il a monté son bloc de mecs qui lui doivent quelque chose. T'appelles ça être soutenu, toi? Moi non. Aujourd'hui, je le mets dans mon livre. C'est de la stratégie politique. C'est ça. Le travail, alors la prochaine question, elle va vous plaire, Philippe Pasco, parce qu'elle est posée pas par n'importe qui. Elle est posée par un stagiaire, et un stagiaire de pas n'importe quelle rédaction, la rédaction du Huffington Post. Il s'appelle Théophile Larcher. Écoutez-le. Bonjour Philippe Pasco, je m'appelle Théophile, j'ai 23 ans, je suis stagiaire au HuffPost. Vos livres viennent confirmer ce que j'observe du monde politique depuis que je m'y intéresse. J'y observe un système à la hiérarchie corrompue et inamovible. Mais il existe des solutions, dites-vous, comme l'obligation de détention d'un casier judiciaire vierge ou l'obligation d'aller voter. Malgré toute votre bonne volonté, je constate qu'à 62 ans, vous vous êtes battu contre un système qui a fini par vous placardiser. Philippe Pasco, pourquoi devrais-je affronter un système qui finira comme vous par me battre? Waouh! C'est bien, sympa la question.
Pasco au placard. Non, je ne suis pas au placard en ce moment, je suis dans un sarcophage. Le placard, c'est au-dessus. Là, moi, ils m'ont mis dans un sarcophage, au moins dans mon travail. Mais moi, je n'ai pas l'impression d'être placardisé, parce qu'en plus, je l'ai choisi. J'ai demandé, la liberté, ça se paye. Vous avez choisi de vous retirer de la vie politique? Non, j'ai choisi de ne pas être un mouton de la politique. C'est-à-dire que j'ai toujours voté par conviction et j'ai toujours dit je veux bien me faire tuer, mais je veux savoir pourquoi. Donc j'ai pas fait 25 ans de politique en fermant ma gueule. J'ai toujours été un trublion. J'ai toujours été un rebelle. J'ai toujours été... Quand Manuel Valls me demandait de voter pour un truc pour Dassault, je voulais qu'il m'explique. Si Manu m'explique... Salut, si tu m'écoutes. Si Manu ne m'expliquait pas, je ne le votais pas. Parce que c'est aussi ça, les convictions politiques. C'est toujours politiques. votre copain, Valls, aujourd'hui? Alors on se croise. Il me fuit un petit peu, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais des casseroles aussi, Valls? Pour l'instant, j'ai rien trouvé de spécifique. Ouais, j'ai pas vu son nom dans le bouquin. J'ai quand même des gros problèmes, quoi. Il a déclaré qu'il avait 109 € sur son compte en banque. J'ai du mal. Il a une SCI à Paris. Une SCI, hein, donc c'est un truc immobilier que vous partagez à plusieurs actionnaires, où il possède 1% de la SCI. 1%. En gros, il est propriétaire des chiottes. Il doit quand même avoir du mal pour y accéder. Donc il y a un moment donné où même si les mecs qui lavent blanc, j'aimerais bien qu'ils lavent vraiment blanc, quoi. Ouais. Plus le 49.3, j'ai pas digéré. Enfin, il y a plein de choses que j'ai pas digérées, quoi. Pour quelqu'un qui est très tolérant. Manuel est quelqu'un de très tolérant. Bon, est-ce que vous avez quand même remarqué... Je termine. Il est très tolérant à condition que tout le monde soit d'accord avec lui. Ouais, d'accord, ok. Mais vous voyez bien que Valls n'a pas rassemblé les électeurs. Il a été blackboulé aux primaires. Donc il y a bien une sanction populaire. Oui, sauf que le problème, c'est que tout ça, c'est organisé. Je vous signale quand même que depuis un paquet d'élections... Hamon, c'était quand même pas la meilleure chance de la gauche pour la victoire à la présidentielle. Non, mais vous êtes en train de conforter ce que je suis en train de dire si vous me laissez le temps de le finir. Donc je constate quand même que depuis X élections, on ne vote plus par conviction, on vote par élimination. On n'a pas voté Chirac. Oui, on a voté contre Le Pen. On est d'accord. On n'a pas voté Hamon. On a voté contre qui? On a voté contre Valls. Contre Valls, oui. On n'a pas voté Fillon. On a voté contre Juppé. Donc aujourd'hui, on ne vote plus par conviction, on vote par élimination. Le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. Et ces gens-là, ça les arrange parce que tout le système est en train de nous entraîner au fait qu'on ne regarde plus quel est le nom sur le bulletin de vote et qu'on ne regarde plus ce qui a marqué sur les étiquettes de ce qu'on consomme. On va faire un test en direct. Je la pose toutes les semaines, cette question. Est-ce que vous savez, vous, pour qui vous allez voter là? Oui. Donc on ne va pas demander pour qui. Nadège, est-ce que tu sais pour qui tu vas voter? Non. Nicolas? Oui, totalement. Tu sais pour qui? C'est rare. Oui. D'habitude, il y a 3 noms. C'est normal, c'est des étudiants en droit, 3e année. Mais c'est pas forcément pour la couleur. C'est l'intelligence de la jeunesse. C'est ça. Non, mais vous êtes, on n'est pas si. Vous êtes des gens qui. On n'a pas des œillères. Non, j'ai jamais dit ça, mais je dis que vous êtes des gens qui êtes capables d'analyser. Donc à partir que tu es capable d'analyser et que tu as le temps et d'analyser, tu arrives à faire des choix. On a besoin d'un permis de vote? Non, sûrement pas. Au contraire. D'accord. Au contraire. Mais par contre, j'aimerais bien que les gens aient plus de bon sens. Voilà. Mais alors comment travailler là-dessus? Parce que c'est vrai que tout le travail, au final, on est d'accord là-dessus, tout le travail est là-dessus. Mais comment tu peux voter? Comment moi, je suis un type qui me dit je suis propre, je suis honnête, je me bats pour la propreté. Je déclare des choses devant des millions de personnes et 2 jours après, je fais autre chose. Moi, je peux plus voter pour ce mec-là, pour prendre d'un côté. Et quand j'ai de l'autre côté un mec qui dit je signe, je veux des primaires, je me mettrai derrière le mec qui a gagné, et quand le mec a gagné, il fait l'inverse. Comment tu voter pour ces gens? Comment tu peux avoir confiance en ces gens-là qui sont censés nous représenter, censés diriger notre vie et nous donner des voix d'exemplarité, alors qu'avant même qu'ils soient élus, ils commencent à tricher devant des millions de personnes en toute bonne conscience. Rien que ça, Mais c'est comment du bon changer sens. ça? Et moi, j'ai du mal. Comment changer ça en garantissant la démocratie? En éveillant le degré de conscience des gens, en étant le plus en plus transparent sur la façon dont ces gens nous gèrent. Plus on est transparent, moins il peut y avoir d'abus. Parce que quand tu sais les choses, c'est difficile après de les faire d'ailleurs. Et en plus, deuxième point, plus on sera transparent, moins on travaillera pour les extrêmes. Parce que souvent les gens me disent avec mes bouquins, que je vous conseille, hein, je connais l'auteur, tu travailles pour le Front National, tu travailles pour l'abstention. Non, non, moi je travaille pour la démocratie. Parce que le Front National ou les extrêmes, ça va pas du coup devoir passer par un sas Front National, ou les extrêmes n'arrivent à se développer et à perdurer que sur l'opacité et la paupérisation. Quand il n'y a pas d'opacité et quand tout va bien, tu n'as pas envie d'aller vers les extrêmes. Et je le vois dans mes banlieues. Oui. Moi, j'habite à Évry. Hein. Je vois dans les endroits qui sont abandonnés par l'État, par etc. Et bien, là-dedans s'engouffrent les extrémistes. Alors, avec des notions soi-disant de famille, etc. Et comme les gens, ils ont besoin, entre guillemets, de suivre une famille, et ben ils y vont. Donc c'est vraiment l'inverse. Plus on sera transparent, plus on s'occupera réellement des gens, moins il y aura de problèmes. Mais est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi, dans le sens où la transparence, est-ce qu'elle n'est pas insusceptible avec certains exercices du pouvoir? Je parle par exemple des relations internationales. Comment on peut être transparent lorsqu'on dirige un pays aussi important que la France? Alors, j'adore ce genre de questions. J'ai parlé de transparence, je n'ai pas parlé d'idiotie.
D'accord, c'est vrai. Donc transparent total, il ne faut pas faire le discours, quand tu disais au mec qui est écologique, tu peux t'éclairer à la bougie, moi je ne veux pas m'éclairer à la bougie, non, je suis écologiste. Donc quand je dis transparent, je suis capable, bêtement, de comprendre qu'il y a des secteurs de secret défense ou ça, où il faudra un minimum d'accords secrets. Mais il ne faut pas rentrer dans ce genre populiste, de dire ouais tu veux la transparence totale, y compris comment on va faire pour créer des comptes. Non, non, je ne suis pas idiot. Non, on a bien compris. Ça c'est clair. Alors, la corruption, Philippe, figurez-vous qu'elle n'existe pas que dans le monde politique. Non. Elle existe dans la fiction aussi. Et c'est notre rubrique qui s'appelle « Quand la politique dépasse la fiction », animée par le brillant Alexandre Letraine. Alors Boris, tu m'avais dit de m'intéresser au sujet du lien entre les séries, les politiques, les finances et les affaires politiques. Alors je me suis intéressé non pas à 3 séries, mais je t'ai fait une sélection de 3 personnages extrêmement intéressants. Le premier, c'est une spéciale dédicace pour toi, c'est une avocate. When I look at you, all I see is guilt. Your lawyer doesn't have your back. Another 15 minutes, you would have been dead. Men have their secrets. Elle est incarnée brillamment dans la série Damages par l'excellente Glenn Close. Patty Hughes, c'est une avocate qui s'intéresse à faire tomber les puissances industrielles qui font état de délits financiers, de délits d'initiés et aussi des liens avec la politique. On a beaucoup parlé notamment de l'affaire Madoff dans la série Damages. De par sa narration qui confronte plusieurs timeline, la série Damages a été extrêmement innovante dans les années 2000 et a apporté un vrai renouveau à la série politique et a rendu un peu, on va dire, classe, intéressant ces affaires de délits financiers qui, on ne va pas se cacher, ne sont pas toujours très vendeurs. Deuxième personnage extrêmement intéressant, on remonte un peu plus dans le passé, on est dans les années 80. Et le personnage que je vous montre, on le voit à l'écran tout de suite, il s'appelle Greg Sumner. Alors Greg Sumner, ça vous dit peut-être rien comme ça. Greg Sumner, c'est un homme politique, un sénateur. Le sénateur Gregory Sumner dans la série Knots Landing. Alors en France, on la connaît sous le nom de Côte Ouest. Au début de la série, quand il arrive dans Côte Ouest, Greg Sumner, c'est un politique vraiment comme on en connaît beaucoup aux États-Unis. Puis il va quitter l'univers politique pour se lancer dans le groupe Sumner, une entreprise dans laquelle il va quand même faire beaucoup de magouilles à travers des projets immobiliers, des projets financiers et des projets politiques, notamment avec des projets comme Empire Valley, Murakam ou Apollo 2. J'ai choisi un troisième personnage. Là, on est dans les années 90 et c'est une série précurseur à plein d'égards. Je vous la montre. Elle est là, devant vous. C'est le DVD qui est disponible. C'est une série que je vous invite à découvrir. Elle s'appelle Profit. Lean. I don't suppose you have any idea who leaked the documents? No. Mean. The day he gets hit by a bus, I believe in God again. And terrifically addictive. What's it gonna be? Hit the road, baby. Profit, c'est la critique poussée à son extrême du capitalisme américain à travers un jeune homme qui a été élevé par la télévision, on le voit dans la série, il dort dans un carton, et puis il a été élevé dans la haine d'une société, une grosse multinationale qui s'appelle Grayson & Grayson. Il va l'infiltrer en devenant l'un de ses meilleurs éléments, mais il va aussi tout faire pour renverser la hiérarchie de Grayson & Grayson et prendre leur place. Alors pourquoi je vous en parle dans cette chronique? Tout simplement parce que Jim Profit, eh bien, si la série avait continué, elle s'est arrêtée après 8 épisodes, Jim Profit, s'il avait continué, il serait arrivé dans le milieu politique et il serait arrivé à la Maison Blanche. Et Jim Profit, on le voit aujourd'hui un petit peu comme un ancêtre d'un personnage dont je vous ai déjà parlé dans cette chronique, qui s'appelle Frank Underwood et qui est le personnage de la série House of Cards. Voilà, je vous invite vraiment à redécouvrir cette série, ça s'appelle Profit, c'est une série remarquable et je vous retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup Alex. Moi j'aimerais juste m'arrêter une seconde quand même sur le titre, parce que quand on lit bien le bouquin en profondeur, on se rend compte que quand même la corruption ne concerne pas la majorité des élus. Hein. Elle est presque tous. Vous y allez un petit peu loin, on est un petit peu dans le tous pourri, et ça c'est pas forcément ce dont on a besoin. Non, il y a presque, c'est important. Presque tous, mais presque tous. Mais faire l'autruche, mais oui, parce que, alors au début, je pensais que c'était une petite minorité, et je le dis toujours dans mes conférences, tous les élus ne sont pas pourris. Ceci dit, il y a les élus pourris, et il y a ceux qui disent rien. Il y a ceux qui laissent faire. Et pour moi, j'en suis arrivé à un stade où, à un moment donné, quand tu laisses faire, quelque part, tu es aussi coupable. Parce qu'un élu, il ne triomphe pas tout seul. Un élu, quand il signe un papier, il y a la secrétaire derrière, il y a le conseil municipal qui vote, il y a l'assemblée qui laisse faire. Bande organisée. Pas bande organisée, mais les gens, comme ils sont redevables, comme ils sont dans le même parti. Souvent, je rencontre des gens, mais les mecs de droite me disent, mais les pourris sont à gauche. Et quand je rencontre des mecs, les pourris sont à droite. Non.
Tu vois, ils sont incapables, il y a une espèce de déni par rapport à son groupe, par rapport à sa famille. Et quelque part, il y a quand même une grosse minorité de gens qui sont aussi pourris parce qu'ils laissent faire alors qu'ils le savent. Il ne faut pas croire. Un pourcentage, en gros? Je n'ai pas de pourcentage. Parce que gros, ouais. 1 sur 10? 3 sur 10. À 3 sur 10. Bah, écoute, moi je le prouve. Dans les parlementaires, j'ai quand même démontré par A plus B chiffre à l'appui qu'il y a 30% des parlementaires, 577 députés, 348 sénateurs, qui ont eu affaire soit au fisc, soit à la justice. Quand tu prends les présidents de conseils régionaux, tu vois, il y en avait 22 avant, j'avais plus de 25% des mecs qui avaient eu affaire avec la justice. Donc c'est pas 1-0-0-2 comme dit la SMAC. Foucault. Non, j'avais justement une question, enfin plutôt une expérience en fait. Moi j'ai un ami qui est élu conseiller départemental et il me dit que voilà, toutes les semaines à peu près, il reçoit des cadeaux anonymes avec des petits mots sympathiques. Anonymes. Je suis à mon avis, ne dis pas tout. Non, mais justement, il se bat pour les refuser. Anonyme, il se bat pour refuser ses cadeaux en fait. Il n'a pas forcément envie de les avoir, il sait très bien qu'il va avoir des problèmes après s'il les accepte. Mais il sait très bien que derrière, il y a des jeux politiques qui sont faits pour le déstabiliser, pour après l'inculper, pour lui dire voilà, vous avez reçu un cadeau de quelqu'un, comme avec Fillon et ses affaires de costumes. Donc là, je me dis quand même, quand on fait de la politique aujourd'hui, c'est vachement compliqué de refuser, ou en tout cas, même si on est honnête, quand on reçoit un cadeau. Bon. Ça se refuse pas un cadeau quand même. Si. Non, mais même si c'est. À partir de quel moment on le refuse? À partir du moment où tu estimes que les personnes en face a dépassé la ligne rouge. À partir du moment où tu estimes que la personne en face, si elle te fait un cadeau, il n'est pas gratuit. Quand je t'offre 9 000 € de costume, tu penses vraiment que c'est de l'altruisme? J'imagine que vous aimez bien les lobbyistes, du coup. Moi, je déteste les lobbyistes. Tu sais que, par exemple, à Bruxelles, il y a 20 lobbyistes payés très cher par député. C'est complètement anormal. Mais est-ce que c'est pas nécessaire à fonctionnement? Est-ce que c'est pas nécessaire, ça serait nécessaire, au fonctionnement de la démocratie? Ça serait nécessaire si c'était pas fait pour uniquement faire travailler le profit. Un lobbyiste est intéressant quand il est là pour t'éclairer, pas pour t'influencer. Oui, c'est bien la différence. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait bouger les choses quand même. Une grande partie. Je pense que des fois, tu devrais faire ça. Oui, des fois, se retirer. Ça, c'est mieux, je t'assure. J'ai parlé que c'est bien quand c'est là pour t'éclairer, pas pour t'influencer. Oui, mais l'influence, ça a des vertus que tout de même. Si, l'influence sur le profit, ça a des vertus. L'influence pour dire que quelque part, on peut continuer à polluer la terre. L'influence pour continuer à quelque part à dire que les mecs peuvent se faire des tas de profits pendant qu'il y a des gens qui crèvent. Moi, c'est une influence qui ne m'intéresse pas. Peut-être, mais le profit, il a fait bouger énormément de choses. Non, le profit, tu te trompes. Il y a un truc très très simple par rapport au profit. Moi, c'est la décision que j'ai. Le profit, c'est au bénéfice de quelques-uns. Parce que sinon, c'est pas du profit. Moi, je suis pour le partage pour tous. Non, mais ça, c'est le discours capitaliste facile. Si je fais du profit, je peux laisser quelques miettes. Et en fin de compte, c'est vrai, je peux avoir 15 personnes à mon service. Je leur donne du travail, ils me cirent les bottes, ils me lavent les fringues, ils me font à manger. Je participe à la vie de ces sous-fifres. On est d'accord. Ça, c'est le discours facile. Le profit, note bien, c'est pour quelques-uns. Moi, je suis plus pour une notion de partage pour tous. Je ne suis pas contre les riches. Encore une fois, mais je rappelle quand même qu'en 2016, un rapport d'une ONG nationale dit que maintenant, il y a 8 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'individus. 8 personnes. En 2015, il y en avait 380. En 2010, il y en avait 380. Et en 2015, il y en avait 80. Vous ne pouvez pas dire Bill Gates et Warren Buffett, ils ne redistribuent pas. Ils redistribuent 99% de leur fortune. Au-delà de ça, alors ils restent riches. J'ai un exemple concret. Xavier Niel, par exemple, on a été dans le profit. Aujourd'hui, c'est des milliers de millions de jeunes qui profitent de tarifs, mais genre qu'on n'avait jamais vu avant. Ça a profité à faire baisser les prix. Le profit, là, il a eu des vertus. Encore une fois, ne mélangeons pas les genres. Moi, je ne parle pas du type qui bosse, et qui bosse beaucoup, et qui redistribue. Là, je suis en train de parler de grands trusts. Je suis en train de parler d'Apple, qui paye que 12 000 € d'impôts en France. Je suis en train de te parler des 60 à 70 milliards par an de fraude fiscale. Qui font par les grands trusts. Donc ne mélangez pas, ne sortez pas le petit patron. Moi, j'ai rien contre le patron, j'ai même rien contre le gros patron. Mais il y a un moment donné, ces gens-là que je connais, j'en connais, ils ne savent même plus combien ils sont sur leur compte en banque. Or, il y a un problème qu'il faut bien se rendre compte, et dont eux ne se rendent pas compte. C'est qu'est-ce qui fait un riche? Le pauvre. Parce que le pauvre, il peut acheter. Si ces gens-là sont en train de faire que les pauvres ne peuvent même plus acheter. Et là, ça devient grave. Parce qu'ils ne les laissent même plus survivre. Avant, le patron, il laissait survivre le pauvre. Donc ils pouvaient consommer. Non mais tu vois, alors on était chez Apple, on était chez Free, on a bien compris qu'on était dans la séquence numérique de cette émission. Écoutez bien cette transition magique, elle est magique. Puisque nous allons donner la parole à Cédric Mizidi. Mesdames, Messieurs, vous êtes habitués à cette chronique, c'est le portrait de l'invité 2.0.
Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Salut. Ah, c'est malin ça. Ça, c'est la blague des années 80. J'ai vu mon âge. Alors, Philippe Pasco 2.0, c'est un compte Twitter avec 1867 abonnés, une page Facebook, 2300 fans, une chaîne YouTube, oui, c'est vous, je parle de vous, 2751 abonnés, alors sur laquelle on retrouve des vidéos de vos différentes interventions dans les médias. Alors d'ailleurs, la photo de profil de votre page YouTube, c'est la couverture de votre livre à succès, Pilleurs d'État. C'est bien vous dont je parle. Oui, c'est mon fils qui s'occupe de ça. D'accord. Best-seller écoulé à plus de 80 000 exemplaires, dans lequel vous dénoncez... 100 000, ça y est, on a passé. Ouais. Mais à coup de pas. Tu vois? Non, mais c'est bien, mon éditeur est très content. Très bien. Une fois encore, la corruption des élus. Alors, qu'en pensent vos lecteurs? Que du bien. Je suis allé sur la page Amazon de votre livre et je suis assez impressionné par les commentaires, puisque 269 commentaires et quasiment 5 étoiles. Félicitations. Avec mes excuses. Alors malheureusement, l'affaire Fillon et l'affaire Leroux remettent votre œuvre au centre des débats. Votre œuvre, elle va pas pousser. Donc. Ouais. Je suis un petit scribouillard. C'est pas Proust, hein, Pasco. Hein. Non. Il a écrit quelques lignes quand même. Oui, mais il a raison, je suis pas Proust. Je suis populaire. Alors oui, malgré leurs émoluments, il semblerait que certains députés, certains élus ne puissent s'empêcher de taper dans la caisse. Et d'ailleurs, plus ils ont d'émoluments, plus ils tapent dans la caisse. Exactement. Par exemple, les députés. 7 000 € de salaire. Non, c'est pas un salaire, c'est une indemnité. Une indemnité, bon. Non, c'est important de le dire, parce que justement, c'est un gros problème. 5 800 donc l'IRFM dont on parlait tout à l'heure. D'indemnité représentative de frais, etc. 9 500 € censés payer le collaborateur, donc un total de 22 300. Et il faut quand même dire que les Français ne sont pas plus mieux lotis que leur... Si je peux me permettre, c'est beaucoup plus que ça. Hein. Ah bon? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Non, c'est beaucoup plus que ça. Vous pouvez rajouter encore 10 à 12 000 €. D'où? Tu payes pas ton téléphone, tu payes pas ton internet, tu payes pas tout ça c'est pas compris là-dedans. Il y a des salaires par exemple qui sont pas marqués là-dedans. Par exemple, quand tu es en même temps député et que tu es vice-président d'une communauté d'agglomération, tu as encore 1 600 € plus, c'est pas marqué là-dedans. Quand tu fais partie d'un conseil d'administration de certaines machins, tu touches des jetons de présence qui sont jusqu'à 2 000 à 4 000 € par an, c'est pas marqué là-dedans. C'est très inquiétant tout ça. Alors dans une interview accordée aux Inrocks, vous avez déclaré ceci. On m'a proposé des magouilles, mais moi j'aime être libre. Si tu acceptes une fois, t'es mort. Mais c'est difficile de refuser quand tout le monde te fait la cour. C'est vrai. J'avais une technique pour ça. Hein. C'est-à-dire que quand j'étais président de la formation professionnelle, je gérais 800 millions d'euros par an et j'ai des gens qui sont venus me voir pour me proposer des pots de vin. Oui. Je les ai acceptés, à condition qu'ils les mettent dans le contrat. D'accord. Je sais pas pourquoi personne ne l'a fait. Et Borsalino, ils n'ont jamais pensé à vous sponsoriser? Nous, on a le droit de dire les marques ici. Donc c'est pas Borsalino, hein, c'est un truc à 5 €. Ah, c'est vrai. Que j'achète sur des petits marchés. Très bien, c'est pas mal, c'est un Panama. Non, c'est un faux. C'est un faux, 5 €. Panama. Donc ce constat est terrible. Vous avez un côté un peu affranchi de la Camorra, je trouve. Ouais. C'est ça, non? Je connais le système de l'intérieur. Le repenti qui vient et qui... non, repenti, ça veut dire j'ai croqué. Donc j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. D'accord. Attends, il prend un peu la grosse tête parce que maintenant il se prend pour Gandhi dans le dernier bouquin. Non. Attends, Mahatma Gandhi en incipit là. Non, c'est un message d'espoir. Un individu conscient et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus endormis et soumis. Mais c'est vrai. Mais c'est pas spécialement Gandhi, c'est pour donner de l'espoir aux gens, leur faire comprendre que même tout seul, tu peux arriver à faire quelque chose dans notre société encore. Même quand tu es seul, si tu sais te servir des moyens, etc., tu peux faire changer les choses. Quand j'ai lancé la pétition tout seul, il y a 3 ans et demi, sur le casier judiciaire vierge, personne n'y croyait. Ils disaient, ils vont pas se tirer une balle dans la tête, les élus, tu rigoles. Ils l'ont fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre démocratie, même si elle est vacillante, même si elle commence à être exsangue, on peut arriver à faire bouger les lignes. C'est ça que ça voulait dire. Alors vous ne prenez pas pour Proust, mais pour Gandhi, c'est déjà pas mal. Non, je récuse. Bon, très bien, alors... Je suis qu'un petit scribouillard débrouillard. Alors vous savez que la semaine dernière, nous avons reçu Bernard Debré, Je connais bien Bernard. Qui nous suggérait que peut-être certains députés étaient des dealers de drogue. Alors avec vous, aujourd'hui, je suis accablé par le chagrin. Ça se voit pas, mais tous mes espoirs sont perdus. Non, il y a des élus corrects. Ils sont pas tous pourris. C'est un hall de Saint-Denis. Merci de le dire quand même. Mais non, mais je le dis tout le temps. C'est bien de le dire et de le redire. Je le dis tout le temps comme factuel. C'est bien de dézinguer, mais il ne faut pas non plus... Non. Vraiment, j'ai écrit les noms de quelques élus qui étaient intègres. Il y en a, Isabelle Attard, je suis plein d'admiration vis-à-vis de cette femme. Il y a des sénateurs qui sont bien. Mais vraiment, c'est malheureusement, ils sont coincés dans un système où ils ne peuvent pas bouger les bras.
Moi, ce que je veux, c'est qu'il y en ait plein des gens comme ça et qu'on inverse les majorités de gens intègres. Aujourd'hui, c'est des petites minorités, les élus intègres. Vous savez ce qu'il nous disait Alexandre Jardin, qu'on a reçu sur ce plateau que ici, j'adore, que vous aimez beaucoup, qui est un petit peu proche de vous dans sa psychologie. Et mais comme Francis Lalanne, comme d'autres gens. On a pas reçu Francis Lalanne. Bah, il dit des trucs de fous aussi qui sont intéressants. Moi, je veux qu'il y ait des gens un peu plus fous. Il nous a dit, écoutez, moi je suis persuadé que François Fillon n'est pas forcément un mauvais bougre. Mais ce que je condamne, c'est le système autour de lui qui lui permet ça. Est-ce que vous êtes de son avis? Je suis de son avis. Le problème, c'est que moi, le système, j'étais dedans, t'es pas obligé. Ouais. T'es devant une boulangerie, t'es pas obligé de bouffer tous les éclairs au chocolat. Et pourtant, il y en a plein dans la boulangerie. Et M. Fillon et d'autres sont dans la boulangerie et bouffent tous les éclairs au chocolat. Et en plus, empêchent les autres d'en manger. Ça, c'est pire. Alors, donc tu vois, c'est une grande différence. Vous ne vous contentez pas d'écrire des lignes, vous lancez aussi des pétitions, vous l'avez dit précédemment, qui a recueilli 150 000 signatures. Et je rame. Parce que là aussi, je suis un foudrage par rapport aux gens. Je balance un chat contre un mur. J'ai 5 millions de signatures en 48 heures. 5 millions. Je lance une pétition qui remet en cause la vie des gens pour 20 ans. J'ai 150 000 signatures en ramant. Il faut qu'on éveille les consciences et qu'on soit plus seulement dans l'émotionnel. Très bien. Pardon, je te coupe dans ta chronique. Non, c'est très bien, ça m'éclaire. Eh ben tu vois, c'est optimiste. Je suis éclairé par votre lumière. Enfer et damnation. Ne te laisse pas avoir par Pasco non plus. Vas-y, continue. Alors, vos efforts ont fini par payer, puisque à l'Assemblée nationale... T'as payé pas en argent, hein. Oui, excusez-moi. Qu'on soit clair. Sans faire de mauvais jeux de mots. Bon, ça va, maintenant, il est millionnaire et avec ses bouquins qui vont à... Non, j'ai gagné 140 000 euros. Ah ouais, quand même. Oui, bah oui, j'ai gagné j'ai pas honte de le dire. Mais vous n'avez pas encore tout touché. Non, j'ai pas touché et j'ai volé personne. Ouais. Donc les députés la transparence. ont adopté donc, en février, au 1er février, 1er février, une loi et on va regarder l'extrait de la séance parlementaire du vote de cette loi. À laquelle assistait Dupont-Aignan. Tu as beaucoup de vide, hein. Elle est où? En finir avec l'idée du tous pourris. Voilà l'objectif de 2 propositions de loi adoptées à l'unanimité par les députés. La plus importante, l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour toute personne se présentant à une élection locale ou nationale. Là, l'image, elle s'arrête pas forcément sur le meilleur. C'est un petit clin d'œil. Ouais, mais c'est un gros clin d'œil. Pas mal celui-là. Ouais, pas mal. Ouais. Il y a du swag là. Ah, quand même. Bon. Bruno Leroux, on peut l'expliquer, Bruno Leroux, ministre de l'Intérieur Express, qui vient de démissionner 24 heures après le scoop d'un de nos confrères. Pour avoir embauché. C'est fini. C'est fini. Mineur. Non, mais ça, il avait le droit. Oui. Non, il avait le droit. Tu as le droit de bosser à partir de 15 ans en France sans problème, avec une dérogation. C'est pas le problème qu'il a embauché. Et en plus, pas de bol, ça tombe sur lui. Quelquefois, dans les boulots où il a embauché ses filles, ils n'ont pas travaillé, mais souvent, ils ont bossé quand même. D'accord. Alors, pour Mediapart, pour nos confrères de Mediapart, cette loi est une imposture. Laquelle? Celle qui vient d'être votée. Sur le casier judiciaire vierge? Exactement, puisqu'ils ont voté, parce que ces renards de députés ont aussi voté la prescription au-delà de 12 ans. Ah oui, non, c'est autre chose. Ce qui permettrait à François Fillon de ne pas être poursuivi pour les faits remontant à 2003. Pas que François Fillon. Oui, et d'autres. Plein d'autres. Ils sont presque tous mais tu sais, il y a plein de choses. Hein. Les gens, la convention d'intérêt public, c'est aussi une grosse arnaque qui vient d'être votée dans la loi Sapin 2. Il n'y a pas que ça. Hein. Le problème, c'est qu'il y a plein de lois qui sont votées aujourd'hui justement pour favoriser uniquement quelques personnes. D'accord, alors c'est dire à quel point le terrain est miné dans ces affaires-là. Et vous avez parlé tout à l'heure de mines antipersonnelles et j'ai retrouvé une vidéo pour moi amusante vous concernant. Ah, sur les mines antipersonnelles. On n'est pas là pour rigoler, on est en exercice réel. Oh putain. Ah ouais. C'est quoi les greluches là? Oh bah attendez, je suis Madame de Fontenay, je suis pas une greluche. Attends, c'est quoi ça? Je suis Madame de Fontenay, présidente du comité Miss France. Oui c'est ça, vous seriez dans Siregan, ce serait pareil pour moi, bougez pas. Il y a des mines dans le coin. Mais on nous a fait passer là, mais il est malade ce type aussi. J'adore. Non mais attends, il faut quand même expliquer là que le militaire c'est lui. Eh oui. Mais comment vous voulez rester crédible avec des caméras cachées comme ça? J'assume. C'est pas possible. J'étais un spécialiste des caméras cachées pendant 20 ans. Mais on invite des gens sérieux ici. Mais pour la petite histoire, je suis devenu très copain avec Madame de Fontenay parce qu'elle m'a dit c'est la première fois de ma vie que quelqu'un me traite de greluche. Justement, je voulais vous parler de ça. Greluche. Ça, c'est un mot qui donne pas envie de vieillir. Ça. Aucun des jeunes ici veut dire greluche dans sa vie. Vous auriez pu dire la yeuvière, l'ancienne, la meuf, la cheveux. Je me suis adapté à Geneviève. Si j'avais dit ça, elle n'aurait pas compris. Greluche, elle a compris. Oh, c'est en plus greluche, la définition dans Wikipédia. Ouais, je sais. Vous aurez pu dire. T'as fini, c'est bon. Et pourquoi pas t'aspé pendant que vous êtes. Tu veux pas une émission la prochaine fois? Un peu de respect pour Madame. Mais j'adore Geneviève. Très bien, merci messieurs dames. Salut Cédric, merci beaucoup.
Merci Cédric, c'est un plaisir. Écoutez, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir assisté. Attends, il y a la dernière partie et accrochez-vous. Moi j'ai pris mon sac de couchage. Non, elle arrive. Merci à tous les trois d'avoir été là. Vous avez vu, c'était court, mais vous reviendrez avec d'autres invités peut-être moins bavards. Peut-être moins honnêtes aussi. Mais... Nadège, j'adore les femmes. Hein. C'est vrai? Oui. Attends, 6 enfants, c'est ça? 6 enfants, ouais. Voilà. Ça explique tout. Vous devriez écrire des livres sur les engagements des femmes, des jeunes femmes en politique, parce qu'on n'est pas nombreuses. Mais je sais, et je veux que les femmes s'engagent encore plus. Mais c'est pas un problème de genre, qu'on soit bien d'accord. C'est un problème de compétences. Il faut arrêter de mettre les genres avant les compétences. J'en ai rien à foutre que tu embauches ta femme si elle bosse. Donc c'est le même problème. Ou embaucher juste une femme, pas forcément la femme. Mais voilà, ça me pose si t'en embauché une, on doit embaucher sa femme. Ça me pose vraiment aucun problème. Mais ne croyez pas surtout, ne rapportez pas ça à des choses simples, l'homme, la femme. On est pas de raccourci, la même chose, pas de raccourci, pas d'amalgame. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Avant d'arriver à la dernière séquence de cette émission, notre face-à-face, Philippe Pasco, eh bien, nous allons regarder un petit sujet qui va vous faire plaisir, parce qu'on va entendre les plus jeunes d'entre nous, sans doute... les futurs électeurs de demain, ils ont entre 5 et 10 ans et c'est Romain Clouet qui est allé leur poser des questions évidentes sur la politique, mais vous allez voir, leurs réponses sont lumineuses. Bonjour, bienvenue les enfants de la politique. Est-ce que tu sais ce que c'est les impôts? Oui, on prélève quelque chose pour des services de l'État ou des choses comme ça. Les impôts, oui, ce sont les impôts d'électricité, tout ce qu'il faut payer à la fin de l'année. Quand tu payes pour construire des routes et des écoles. C'est l'argent qu'on paye à l'État. C'est l'argent qu'on doit payer pour la France. Et si tu pouvais décider de ce qu'on fait avec tout cet argent, qu'est-ce que tu voudrais faire? Moi, je créerais de nouvelles écoles, j'aiderais les petits enfants en Afrique, plein de gens. Cet argent, on donnerait aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent et comme ça, elles pourraient les aider. Construire des routes, des écoles, des hôpitaux, acheter une grande maison, mais aussi à aider des personnes qui en ont besoin. Essayer d'avoir plus de policiers. En donner quand même un peu aux pauvres. Des trucs comme ça, quoi. Et comme ça tournerait mieux. Est-ce que tu crois qu'un homme politique, il a de l'argent? Oui, forcément un petit peu quand même. Enfin, le salaire, je pense que oui, mais je sais pas pourquoi. Parce qu'il a travaillé et il a travaillé dur pour s'acheter de l'argent. Puisqu'il règne sur le pays. Parce qu'il a beaucoup de personnes qui croient en lui et que il a un bon salaire. Je connais pas le salaire, mais je pense quand même que ça doit gagner. Hein. Est-ce que tu penses qu'il est normal d'être payé pour un travail qu'on ne fait pas? Comme si toi à l'école, t'avais un 20 sur 20 alors que t'as absolument pas travaillé. Non, c'est pas normal. Non. Ah bah non, c'est pas normal. Je trouve ça pas normal du tout. Hein. Tu fais rien de ta journée. D'avoir un voisin qui ne fait rien et toi qui travailles et qui vous gagnez autant. C'est pas juste. Tu fais rien de ta vie. Certes, tu gagnes de l'argent parce que tu travailles. Tu travailles pas et tu gagnes de l'argent. Qu'il y en a qui travaillent beaucoup et qui gagnent pas beaucoup d'argent. Que ça se fait pas. On le mérite pas parce que y a des gens qui travaillent dur et peut-être qu'ils gagnent moins que nous quand on travaille pas. Qu'est-ce que tu feras, toi, quand tu seras présidente de la République? M'acheter une grande maison. Déjà, je réglerai le problème de la pollution. Je demanderai à ce qu'on utilise moins les voitures et qu'on se déplace plus en vélo. Je ferai en sorte que tout le monde ait la même quantité d'argent. J'allais dire à tout le monde que tout le monde serait président. Pas mal, hein? Merci beaucoup. Et voilà, la parole sort presque toujours de la bouche des enfants. C'est vrai. Moi, j'ai bien aimé, avec l'argent public, je m'achèterais une maison. Ah oui, bah oui. Une grande maison. Son père doit être politique. C'est ça. Alors, je vous présente Philippe Pasco, Flora Sabag. Bonjour Flora. La charmante Flora Sabag, qui est une jeune élue des Yvelines. Ah oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Chez les Républicains. Il y a une demi-heure. Chez les Républicains, et elle a plein de questions à vous poser aussi. Alors, bonjour Philippe Pasco. Bonjour Flora, c'est ça? Flora, c'est ça. Je suis heureuse de pouvoir échanger avec vous parce que j'ai pas mal de questions à vous poser. Je n'en doute pas une seule seconde. Vous avez, et moi j'approuve tout à fait votre militantisme, si on peut dire, pour dénoncer... Vous faites partie des nouveaux élus.
Les nouveaux élus, d'accord. On est d'accord? Non, mais justement, vous faites partie des nouveaux élus. Tout à fait. En général, ils m'approuvent tous. C'est très bien. C'est quand ils deviennent des anciens élus qui commencent à changer. Donc vous dénoncez les abus, les avantages, les combines bien huilées des politiques, parfois immorales, illégales, mais pas toujours. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, puisque vous n'en parlez pas beaucoup, voire pas du tout, c'est la gestion des deniers publics en général. Vous avez été conseiller régional de la précédente majorité socialiste, jusqu'en 2014, si ma mémoire est bonne, majorité qui a voté des subventions complètement hallucinantes. Alors je vais vous épargner toute la liste des subventions, parce qu'elle est très longue, mais je vous en citer quelques-unes quand même, et elles sont importantes. Par exemple, 300 000 € alloués à la construction de pistes cyclables. Alors jusqu'ici tout va bien, sauf que ces pistes cyclables ne sont pas en France, et encore moins en Île-de-France, puisqu'elles sont à Santiago du Chili. 100 000 € pour soutenir, je cite, le peuple quichua de Sarayuku en Équateur. 60 000 € offerts à Green Lotus en 2014 pour soutenir son action en faveur du développement durable en Birmanie. Ou encore 23 000 € réunis par le Conseil régional de France pour aider des jeunes de Seine-Saint-Denis à apprendre le français à Bruxelles. Ça, monsieur, c'est de l'argent public, c'est des deniers publics. Donc, au même titre que les indemnités des élus, comment vous expliquez, puisque vous êtes ainsi un peu comptable de cette gestion, qu'on puisse à ce point gaspiller de l'argent public comme ça. Alors, en général, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai à peu près les mêmes sortes de votes pour les gens de droite. Moi, j'ai pas forcément voté tout ça. Il faudrait que tu regardes si j'ai voté, parce que souvent, j'ouvrais ma gueule en disant moi, je vote pas ce truc-là, parce que justement, je veux qu'on m'explique. Le problème, c'est dans la façon dont c'est géré tout ça, et le système est géré. Alors que ça soit la droite ou la gauche, et je comprends que comme TLR, que tu sortes, c'est la gestion du Parti Socialiste là, avant, moi, je peux te dire, par exemple, je n'arrive pas à comprendre que la gestion de droite du Conseil régional actuel et supprimer la gratuité des emplacements de voitures les jours de pollution. J'ai du mal à comprendre que la droite ait voté un certain nombre de choses aussi. C'est pas du gaspillage de l'argent public. Là, on parle, c'est un montant additionnel de près de 650 000 €. Mais je comprends. Pour reprendre vos comparaisons, c'est 37 années de SMIC. Tu m'as dit combien? 650 000 €? C'est énorme. Ah, mais je ne peux. Monumental. À côté, les indemnités que vous parlez, des fois, c'est ridicule. Flora, je ne peux être que d'accord avec toi. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, il faut être objectif, il faut dire, d'un côté, on peut avoir effectivement des élus... Mais Flora, tu sais, j'ai écrit un truc sur les élus. J'ai pas écrit un truc sur l'ensemble des subventions. Si je fais un jour un livre sur l'ensemble des subventions, à ce moment-là, on pourra en parler. Mais me sortir un truc sur des subventions alors que moi, j'ai fait un truc sur les élus, je veux dire, c'est comme me dire j'ai écrit un bouquin sur les végétariens et toi, tu me parles que de boucherie. Non, parce qu'on parle des indemnités des élus. Oui, mais moi, c'est mon secteur. Donc, interroge-moi sur le secteur sur lequel j'ai écrit, pas sur autre chose à côté. Ça sera plus intéressant. Par rapport au débat. Ce que je veux dire par ici, c'est qu'on peut avoir des élus qui sont tout à fait honnêtes, mais qui peuvent avoir aussi parfois une gestion calamiteuse. Et on a des contre-exemples des élus qu'on peut dire corrompus, comme vous dites, et qui ont une gestion... Sauf que les élus honnêtes qui ont une gestion calamiteuse, en général, ils ne sont pas réélus. Alors, je vais vous prendre un exemple. Si on prend on est dans le 92. Balkany. On est dans le 92. Il est adoré par les Levalloisiens. Mais ça fait plus de 20 ans qu'il est réélu tous les 6 ans. Je vous renvoie à un article. Comment ça s'explique? Alors, ça s'explique de façon la plus simple. Et je l'ai démontré par A plus B. Quand tu es un élu truand... Pas de mauvaise foi. Hein. Non, jamais de mauvaise foi. Quand tu es un élu truand, déjà, comme de type balkanien, d'abord, tu es un type affable. Tu connais tout le monde. Très sympathique. Tu serres la main, ça va ta fille, etc. Ça, c'est le premier point. Un peu d'argent pour le club de basket. Voilà, tu as besoin de quelque chose, ces gens-là se sont montés une clientèle de gens redevables. Dans les communes que je connais de ces gens-là, en général, il y a pléthore d'employés communaux, il y a pléthore de gens. Tu passes un coup de téléphone pour embaucher ta sœur dans la crèche, t'inquiète pas, je vais appeler le recteur, ton fils n'a pas eu la bonne note, mais je vais pouvoir le faire rentrer à l'université. Donc il se crée un cercle de gens redevables. Ça, c'est leur socle électoral. On est bien d'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans ces villes-là, ne se présente jamais un cadre de la politique. Parce que comme aujourd'hui, la politique est devenue un métier de professionnel, dans le mauvais sens du terme. Le mec, il ne va pas aller se présenter contre Balkany parce qu'il sait qu'il ne sera jamais élu. D'accord? Donc de se présenter dans ces communes, que le petit militant de base qui milite depuis 25 ans, bon, on lui laisse la place. Et Jean-Christophe Fromentin contre Sarkozy à Neuilly. Mais ça, c'est quand les gens commencent à avoir un genou à terre. C'est un autre problème. Et quand les gens s'en font autre chose. Mais je te parle de généralité. Il y a toujours des contre-exemples. Donc ça, c'est le deuxième point, d'accord? Donc un, clientélisme, son socle électoral. Deux, personnes de sérieux se présentent contre ces gens. Et le troisième truc, les gens qui sont un petit peu éveillés intellectuellement, mais je pèse mes mots, et qui disent « Pourquoi tu veux que j'aille voter ?» De toute manière, il va être réélu. Ce qui explique que ces gens-là sont réélus à vie. Et en plus, c'est des gens qui, quelque part, des fois, dans l'apparence de gestion de la ville, sont bien. Par exemple, Balkany, il faut savoir que c'est une des villes les plus endettées de France.
Quand il va se barrer, ça va faire mal. Quand vous interrogez les citoyens de la ville de Levallois, ils vous disent, moi j'adore mon maire, il a construit des places de crèche, il a rénové. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ces gens-là, en surface, font des choses. En profondeur, c'est de la daube. Mais les gens ne voient que la surface. C'est-à-dire qu'il a mis des fleurs. Donc les gens ont leurs petites fleurs. Si la terre est complètement polluée... Attends, c'est ça qu'on demande à son maire aussi. Je veux dire, moi, je veux bien vivre à Paris. Je peux t'assurer que les gens qui habitent... Sauf que je respire un peu moins bien en ce moment. Je peux t'assurer que les gens qui vivent à Levallois, une fois qu'on va arrêter la cavalerie des finances qui est à l'heure actuelle à Levallois, qui, je rappelle, est une des villes les plus endettées de France. Les plus endettées. Quand les gens vont devoir payer l'addition, parce qu'à un moment donné, on la paye l'addition, ça va faire très mal. Parce que je crois que c'est 700 ou 800 millions d'euros qu'ils doivent sur la ville. Quand ça va être réparti sur les impôts, comme ça a été fait. Je me rappelle, je prends un exemple avec Dupont-Aignan qui a repris une ville à un type de gauche, hier, où le mec avait monté un truc qui s'appelait le Triton, qui était un truc de folie. De folie. Quand Dupont-Aignan a repris la ville, et je ne vote pas Dupont-Aignan, qu'on soit bien clair, quand Dupont-Aignan a repris la ville, mais putain, les impôts, ils ont mis 10 ans à rembourser. Ils pleuraient, les maisons ne valaient plus rien. Et pendant que ce mec-là était maire, mais tout allait bien. Si on veut prendre un exemple historique, Napoléon Bonaparte n'était pas non plus un enfant de cœur. Il réglait les dettes de Joséphine sur l'État. Mais on est clair, tu parles de l'esclavage de Napoléon, on ne va pas refaire l'histoire. Mais encore une fois, on peut faire dire tout ce qu'on veut à n'importe quoi. Moi, ce que je demande simplement, c'est d'avoir des élus honnêtes. Point barre. Pourquoi essayer d'épiloguer, essayer de trouver des trucs derrière? Mais c'est un truc tellement simple, on peut se tutoyer, je ne suis pas ministre et tu es élu, mais je n'ai pas la prétention, moi, ou alors j'ai un âge quand même canonique pour qu'on me vous voie. Mais tu peux me tutoyer. Moi, si j'étais élu, j'exigerais qu'on me vous voie. Ouais, je sais, il y en a qui font ça, il y en a qui font ça. Je ne vois pas pourquoi ça crée polémique, ou à la simple évidence de dire je souhaiterais avoir des élus exemplaires. Et que quelque part, des gens passent leur temps et leurs écrits à essayer de me démontrer le contraire. Je dis parce qu'on est dans une émission de jeunes. Moi, je vais vous parler des préoccupations des jeunes. Vous avez dit, pour lutter contre ça, il faut plus de transparence pour qu'il y ait moins d'abus. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on est déjà dans une dictature de la transparence? Ah bon? Je vais vous dire, moi, les jeunes, aujourd'hui, les meilleurs éléments, les meilleurs élèves des meilleures écoles, quand on leur dit, vous avez le choix entre servir votre pays, servir l'État, pour un salaire un peu moindre, ou partir dans la banque, partir dans la finance, et on ne viendra pas vous chercher des poux, on ne viendra pas vous demander des comptes, et bien aujourd'hui, les jeunes, ils vont où? Ils vont dans ces secteurs-là, ils ne vont pas servir l'État. Aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on dégoûte les jeunes. On dégoûte les jeunes de faire de la politique, et aujourd'hui, on ne donne pas envie de servir la chose publique. Et c'est aussi, peut-être, tomber dans un excès de transparence. Aujourd'hui, à l'élu, on lui demande de se justifier sur tout, sur son costard, sur son slip, sur ses chaussettes. Cessez de déshabiller les élus, voilà ce qu'on vous demande. Certes, il faut de la transparence, il faut moraliser la vie publique, mais ne tombons pas non plus dans l'excès, dans l'outrance. Mais où je suis tombé dans l'excès? Mais vous êtes tombé dans l'outrance quand vous demandez... Pardon? L'hyper-transparence... Pardon? Je suis tombé dans quoi? Dans l'outrance quand je demande aux élus d'être exemplaires? Dans l'outrance quand je demande un casier judiciaire vierge? C'est ça l'outrance? Flora, il faut modérer vos propos. Moi, je ne suis pas dans l'outrance, je ne suis pas dans l'outrance. Je ne suis pas dans l'extrême. Je demande simplement aux élus d'être exemplaires. Parce qu'eux nous demandent d'être exemplaires. Toi, tu es élu. Tu demandes bien aux gens de bien payer leurs impôts. Tu demandes bien aux gens de ne pas voler. Tu demandes bien aux gens de ne pas violer. Moi, c'est tout ce que je demande aux élus. Est-ce que c'est ça l'outrance? Je n'ai pas dit pas le contraire, mais vous avez parlé... Je préfère. Plutôt dans l'émission, vous avez parlé des pays nordiques, où là, on est dans une transparence. Et si tu m'avais écouté, je dis que des fois, il y avait des excès. Voilà, on est d'accord. Donc, il faut modérer la transparence. Mais moi, je la modère. Je dis toujours dans mes discours que tous les élus ne sont pas pourris. Mais c'est très bien. Vous avez donc, je ne suis pas dans l'outrance. Que tous les élus ne sont pas pourris. Ça, c'est bien de terminer là-dessus. On va terminer là-dessus, Flora. Parce que c'est vrai qu'aller presque tous vous faire avec 5 points de suspension, moi j'en vois que 3 sur la couverture. Mais... Ouais, au retirage, il y en aura 5. Il y en a moins qu'on le dit, mais plus qu'on ne le sait. C'est vrai. Aux éditions Max Milo, encore un best-seller, je peux vous l'assurer, ça c'est une évidence. Vous pouvez lire ça dans le train ou dans le métro, vous allez voir. Vous allez passer, je pense, un très bon moment. Merci beaucoup. Ou un mauvais moment, parce que souvent les gens après prennent un petit peu de Xanax quand même. Hein. De Xanax. On n'a dit pas de marque sur ce plateau. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais simplement vous dire au revoir et vous remercier.